Dans la fiction, le mal a souvent un visage, celui de Gru, le méchant préféré des enfants, celui du Joker, anarchiste et imprévisible, celui de Cruella, obsédé par la fourrure, ou encore celui de Thanos, prêt à détruire la moitié de l'univers pour le bien commun. Mais dans la réalité, est-ce que le mal est vraiment inné ? On va essayer de décortiquer tout ça ensemble, parce que comprendre le mal, c'est peut-être comprendre ce qui nous rend humains. En fonction de votre âge, l'un de ces méchants a forcément existé dans votre enfance. On a toujours été confronté dès le plus jeune âge à des films, séries ou même dessins animés, à comprendre qu'un méchant était méchant, et surtout, il a toujours été facile de dire qu'il l'était ou non. Mais c'est quoi être méchant ? Le Larousse nous dit qu'un méchant, c'est quelqu'un qui fait volontairement du mal ou qui cherche à nuire. Le Robert nous dit que c'est quelqu'un qui veut et fait du mal à autrui. Pourtant, dans mon introduction, je vous ai parlé que de méchants avec un passé, des revendications ou des problèmes mentaux. Donc on va devoir séparer nos méchants en deux catégories. Le méchant pur, qui n'a comme but que d'être méchant sans justification morale comme Voldemort ou Sauron, et le méchant nuancé, qui a des motivations compréhensibles ou justifiables, mais qui utilise des moyens discutables. En 1961, Albert Bandura mène enfin l'expérience de la poupée Bobo. Enfin, parce que ça fait longtemps qu'il souhaite faire cette expérience, mais aujourd'hui, c'est le grand jour. À l'origine, 3 groupes de 26 enfants ont été créés, mais je vous parlerai que de 2 groupes importants. Le premier groupe est dans la pièce de gauche. La pièce est coupée en deux, en son centre, par une ligne. D'un côté, un coin pour enfants, de l'autre, un coin pour adultes, où sont notamment présents un maillet et une poupée Bobo. L'adulte se défoule sur la poupée Bobo, et l'enfant joue avec ses jouets. Lorsque l'adulte sort de la pièce, une instruction est donnée. Tu n'as pas le droit de venir de mon côté de la pièce. Au bout de quelques minutes, 8 enfants sur 10 frappaient violemment la poupée en y ajoutant des insultes. Dans la salle de droite, l'adulte joue avec l'enfant sans même regarder une fois la poupée, et en sortant de la salle, la même instruction est donnée. Si le temps est plus lent pour arriver au but, autant d'enfants finiront par frapper la poupée. La seule différence étant qu'ils y mettaient moins de violence et quasiment aucune insulte. Alors, quelle est la leçon à retenir ? L'expérience a-t-elle vraiment servi ? En fait, oui. Bien plus qu'on ne pourrait le penser. Cette expérience a été réalisée plusieurs fois et dans plusieurs conditions différentes, avec les mêmes résultats, ce qui lui donne un crédit scientifique sérieux. Les enfants ayant vu la violence sont plus enclins à la reproduire, et encore plus violemment qu'à l'origine. Mais autre chose ressort de cette expérience, les garçons ont plus réagi à la violence que les filles, et là on se tourne vers la science pour les explications. Pour vous la faire en très vulgarisé, quand vous venez au monde, vous êtes un garçon ou une fille. Le garçon reçoit un chromosome X, la fille 2 chromosomes X. Vous avez un gène qui s'appelle le MAOA qui fournit les instructions pour la fabrication d'enzymes, mais il sert aussi et notamment à la régulation des neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine qui influent sur votre comportement. Ce gène est situé sur le chromosome X, il existe un gène MAOA-L qui a une moins bonne régulation des neurotransmetteurs, ce qui influe directement sur l'impulsivité et l'agressivité. Comme les hommes n'ont qu'un chromosome X, ils n'ont qu'une copie du gène, et là c'est un peu le jeu de la roulette, l'aléatoire scientifique. Si le garçon reçoit le chromosome de sa mère, la fille reçoit le chromosome du père et de la mère, ce qui signifie qu'elle peut avoir les deux, mais son deuxième chromosome X prend le dessus sur le MAOA-L. Il faut quand même dire que non, le MAOA-L ne rend pas une personne violente, et n'est pas une excuse, car le gène MAOA-L ne rend pas violent, son environnement, oui. Plusieurs études disent la même chose, les personnes porteurs du gène MAOA vivent mieux leur traumatisme d'enfance et ont moins de chances d'être agressifs au quotidien qu'une personne porteuse du gène MAOA-L. Bon, ça c'est la génétique, qu'en dit la sociologie ? Et surtout, si le Joker a vécu divers traumatismes dans son enfance, est-ce que son comportement actuel est excusable ? Je vous pose la question. Est-on responsable de ce que nous sommes aujourd'hui ? La question est trop vaste pour que vous puissiez y répondre. Sommes-nous responsables de notre intelligence ou de nos tocs, ou bien même encore de nos goûts culinaires ? C'est trop vaste. On réessaie. Êtes-vous responsable si vous êtes une merde ? Le Joker est de toute évidence une personne qu'on ne souhaite pas côtoyer, et même s'il est devenu normal de lui jeter des fleurs sur internet car quand on est petit on trouve les gens méchants puis plus tard on les comprend... Quelle phrase de connard. Si on se base sur le film, Arthur Fleck n'est pas né méchant. Il a été façonné par une série de traumatismes, de rejets et d'injustices, mais est-ce que ça excuse vraiment ses actions ? Est-ce qu'une vie faite de problèmes nous dédouane de notre responsabilité ? La réponse n'est pas si simple. D'un côté, on peut comprendre comment ces expériences l'ont poussé à basculer, de l'autre, on ne peut pas ignorer ce qu'il a commis. Alors où tracer la ligne ? Est-ce que le mal est une excuse, ou est-ce que c'est une explication ? Dans le film, Arthur est rejeté, moqué, abandonné par un système qui ne lui offre aucune aide et qui ne veut pas de lui. Est-ce que ça fait du Joker une victime ? Est-ce que Arthur représente une réalité psychologique ? Dans la vraie vie, des cas comme Arthur existent. Des personnes qui, après avoir subi des traumatismes, basculent dans la violence. Si on prend l'exemple de Ted Bundy, son passé est marqué par des abus et des négligences, et si on le voit pourtant presque tous comme un criminel, en fait, tout se passe dans la narration. On n'a pas vu Bundy douter.
On l'a pas vu au milieu d'un événement qui l'aurait poussé à basculer, alors que pour Arthur, Walter White ou encore Anakin, on a eu la possibilité de voir cette évolution. On a vu leurs échecs, leurs traumatismes. Arthur est un homme brisé par une société qui le rejette, Walter White est un professeur qui a l'impression d'avoir raté sa vie alors qu'elle est bientôt finie, et Anakin a le poids du monde sur les épaules depuis petit, alors il sombre après avoir perdu tout ce qu'il aimait. Dans la fiction, on nous montre le pourquoi, dans la réalité on ne voit souvent que le quoi. Bundy nous est présenté directement comme un monstre, sans aucune phase d'humanisation qu'on a connue sur le petit écran. Évidemment, son passé n'efface pas ses crimes et ne justifie rien, mais si son histoire avait été racontée comme celle d'un personnage de fiction, notre perception aurait pu être différente. Mais pour comprendre comment des individus ordinaires peuvent basculer dans le mal, il faut se pencher du côté de la psychologie sociale. Adolf Eichmann est l'un des architectes de la solution finale. Il a été chargé de l'extermination des Juifs et de leur déportation, rien que ça. Pendant son procès en 1961 à Jérusalem, Hannah Arendt observe son comportement et crée un concept lourdement critiqué depuis, la banalité du mal. Selon Hannah, Eichmann n'est qu'un fonctionnaire du Troisième Reich. Il ne fait que répondre à des ordres sans réfléchir aux conséquences de ses actions, et Arendt dira « Le problème avec Eichmann, c'est qu'il est terriblement normal ». L'idée est de mettre en avant que le mal n'est pas toujours spectaculaire ou dramatique, parfois il est banal, commis par des gens ordinaires qui suivent simplement les ordres ou normes sociales, et Hannah ne se considérait pas comme une philosophe, mais comme une politologue. Elle disait que la majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique. Vous n'avez rien compris, on la refait. Imaginez que la politique c'est comme une grande dispute entre plein de personnes qui doivent décider ensemble comment vivre, qui doit faire quoi, comment partager les ressources et où vivre. Pour elle, la solution était de supprimer ces débats en confiant le pouvoir à une élite éclairée. Et alors que son discours était jusque-là à minima intéressant, elle bascule elle-même dans un extrême. Depuis longtemps maintenant, les gens grandissent en apprenant ce que c'est une dictature, un régime totalitaire, on grandit en sachant ce que c'est qu'une guerre et ses conséquences. Alors forcément, si je vous dis qu'on est à l'aube de connaître un nouveau système autoritaire comme celui des nazis, vous n'y croirez pas. Et c'est ce à quoi a été confronté Ron Jones en 1967. Ron Jones est professeur d'histoire, il explique à sa classe qu'un régime autoritaire pourrait voir le jour à nouveau, et sa classe n'y croit pas. Alors il va créer sa propre expérience qui durera 5 jours. Le premier jour, Jones instaure des règles simples. Les élèves devaient se tenir droit, lever la main pour parler, l'appeler Monsieur Jones à chaque phrase, et la plupart des élèves se prêtent au jeu, mais certains non, alors ils sont virés. Le deuxième jour, Monsieur Jones introduit un salut, pour renforcer le groupe et se reconnaître même en dehors de la classe. Rapidement, une tenue voit le jour, les élèves commencent à se dénoncer les uns les autres pour être mieux vus par Monsieur Jones quand l'un ne respecte pas des règles même très simples comme le salut. Ceux qui avaient quitté la classe le premier jour sont rapidement rejetés, et en quelques jours, la classe est devenue ce que pourrait être une société totalitaire, alors qu'ils refusaient tous d'y croire. L'expérience s'est arrêtée car elle devenait incontrôlable. Des bagarres ont eu lieu et les personnes non membres de la troisième vague ont subi du harcèlement jusque dans la rue. Cette expérience montre bien comment on peut basculer dans le mal simplement en suivant les ordres sans avoir de prédisposition pour le mal. Les exemples d'Eichmann, la troisième vague, le Joker ou même Jinx plus récemment montrent que le mal n'est pas une question de nature mais de circonstances. Il peut être le résultat de traumatisme, de pression sociale ou de l'envie de se conformer à un groupe, mais aucun de ces points n'est une excuse. Le mal n'est pas inné, mais il peut être évité si on choisit de faire les efforts nécessaires.